dans un deuxième temps. Donc, premier point qui est non des moindres, alors on peut le regarder de différentes manières, mais vraiment cette dynamique du réseau officinal en termes de chiffre d'affaires, je ne parle pas en termes de marge, mais en termes de chiffre d'affaires, à fin octobre, on dépasse les 47 milliards 8, ce qui fera que le réseau officinal finira l'année au-dessus de 48 milliards, ce qui montre quoi? Une croissance chaque année. Alors certes qui ralentit, mais toujours de 2 milliards de plus, alors que avant 2020, vous voyez qu'on avait un réseau qui était atone, c'est-à-dire c'était 36 milliards quoi qu'il arrive, et une répartition des acteurs autour de 36 milliards. Et depuis 2020, une croissance à plus de 2 milliards par an. Euh, et c'est vrai que on avait pensé à une inflexion cette année, et malgré tout, avec l'accélération, on le verra sur les médicaments au-dessus de 1930 sur cette deuxième partie de l'année, une, un retour à 2 milliards de croissance par rapport à 2024. Quand on regarde l'attrition du nombre de pharmacies, donc 11% sur les 10 dernières années, alors c'est vrai que beaucoup se joue sur cette fin d'année, mais on peut voir 28 fermetures en moyenne par mois en 2023, 24 en 2024, et ça, je remercie les équipes, c'est plus facile à mémoriser. On est aujourd'hui à 18 depuis le début de l'année sur la France métropolitaine, et c'est vrai qu'on est passé sous la barre des 19 500 pharmacies. L'enjeu, c'est de regarder quel impact sur le maillage territorial, l'impact sur la lecture du chiffre. Et le premier point, c'est que quand on regarde cette évolution des fermetures physiques et cette moyenne sur les dernières années, c'est que, allez, pendant 4-5 ans, regardez de 2014 à 2019, le chiffre d'affaires moyen du réseau officinal, il était quasi stable entre 1,6 million et 1,7 million. Et depuis, il ne fait que croître, gagnant sur les 2 dernières années, en moyenne 200 000 euros de chiffre d'affaires. Je déconnecte réellement et volontairement de la marge générée par le réseau, mais en lecture du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires moyen des pharmacies est passé à 2,5 millions, alors qu'il n'était que d'1,6 million il y a 10 ans. Donc, ce qui montre bien cette croissance, cette difficulté, et on l'a déjà abordé lors des précédents ateliers, cette difficulté à lire l'équilibre de l'officine et cette dynamique, mais toujours un chiffre d'affaires moyen qui ne fait que croître, avec un réseau officinal qui ne fait que décroître en nombre. Et pour autant, on voit bien qu'on a une santé financière des pharmacies qui est dans le cœur du cyclone, dans cette capacité de chef d'entreprise à perdurer. Et quand on regarde l'impact territorial, l'enjeu du recours de premier niveau en santé sur le territoire, on a des différences selon les régions, et sans faire de clivage. Tous ceux qui sont soulignés sont ceux qui, cette année, ont une baisse supérieure à la moyenne 2024. Donc on voit que on a des régions qui sont parmi les plus gros taux de fermeture sur les 10 dernières années, et pour autant qui continuent à décroître. C'est le cas du Limousin, c'est le cas de la Bretagne, c'est le cas du Pays de Loire, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées. Mais quand vous regardez, au final, sur les 10 dernières années, vous avez la Bourgogne et le Limousin, vous avez quasiment une fermeture sur 5 des pharmacies. Donc, toujours la question du maillage territorial et de comment on fait pour maintenir ce maillage territorial. Et à contrario, des régions où effectivement le taux d'attrition est plus faible, c'est le cas de l'Alsace principalement, avec un modèle spécifique. Et puis surtout, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour lequel le taux d'attrition sur les 10 dernières années est inférieur à 6%. Donc on voit un équilibre qui n'est pas maintenu territorialement et qui pose la question du chiffre de la valeur absolue de combien il faut de pharmacies sur le territoire, et la conclusion est ça sera toujours trop ou pas assez. Trop si elles ne sont que dans les grandes villes, et pas assez si on veut un maillage territorial. Et on voit bien que ce maillage territorial est fragilisé au cours de ces différentes années. Autre point sur les 45 premières semaines de l'année 2025, et toujours le médicament de prescription médicale obligatoire comme premier contributeur à la croissance, mais
d'à peine plus de 50% de la croissance. Le deuxième contributeur à la croissance est le vaccin. Il pèse pour 30% de la contribution à la croissance. Sophie y reviendra tout à l'heure sur sa position dans le top 10 des médicaments, mais cette croissance, deuxième contributeur, le vaccin, et le troisième est la beauté, suivi de l'orthocompression, soins à domicile quatrième et diététique en cinquième position. Donc la santé, la prise en charge de la population dans sa plus grande globalité. On prend en charge dans le réseau officinal l'humain et pas uniquement la maladie et la pathologie. Et on le voit bien dans ce top 10 des contributeurs à la croissance. Et le segment qui souffre sur le territoire, c'est le segment bébé-maman qui est en décroissance, porté principalement par la chute de la natalité, mais on le verra probablement pour le bilan annuel, lié aussi au pouvoir d'achat et au besoin de sélectionner les produits et les alternatives. Sophie, sur le médicament remboursable, je te laisse la main avec grand plaisir. Merci David, bonjour à toutes et à tous. Alors sur le marché remboursable, eh bien, nous vous présentons ici les chiffres avec un recul de 10 mois sur l'année 2025, ce qui nous permet d'avoir de la visibilité et une idée un peu plus précise de ce que sera l'atterrissage de fin d'année pour l'année 2025. On vous l'a dit lors des précédents ateliers, le marché remboursable donc a commencé l'année plutôt en ralentissement, un chiffre d'affaires plutôt en ralentissement sur les premiers mois de l'année. Et puis mois après mois, eh bien les médicaments remboursables ont repris des couleurs et on observe même sur les derniers mois un rattrapage de la croissance des médicaments remboursables par rapport à l'année 2024, puisque en cumul, donc sur les 10 mois, l'évolution du marché, c'est 6,1%, quasi identique aux 6,2% observés l'an passé à la même période. Alors comment on explique cette croissance du marché? Vous avez ici donc le top 5 des classes qui contribuent le plus à la croissance et le top 5 des classes qui contribuent donc le plus à la décroissance. Comme vous l'a dit David, eh bien ce top 5 des classes qui contribuent à la croissance fait la part belle au traitement préventif et donc au vaccin. D'une part, les vaccins viraux, qui contribuent à hauteur de plus 325 millions d'euros de croissance sur les 10 mois, avec notamment donc la croissance de Shingrix sur 2025, mais également la forte activité vaccinale que l'on observe sur les dernières semaines. Et David aura l'occasion de revenir plus en détail sur le bilan de la vaccination grippale de ces dernières semaines. Et d'autre part, les vaccins bactériens, avec une croissance de plus 168 millions d'euros, liée notamment en grande partie aux nouvelles recommandations de la HAS sur la stratégie vaccinale contre les méningocoques, recommandations qui sont appliquées depuis le 1er janvier 2025. Les 5 premières classes qui contribuent à la croissance, c'est près de 1 milliard de croissance sur 10 mois. À l'inverse, les 5 classes qui contribuent le moins à la croissance, eh bien, c'est 185 millions d'euros de décroissance. Ces classes-là, donc les 3 premières classes, donc les régulateurs lipidiques, la B01F et la N07A, ce sont des classes qui ont été marquées par l'arrivée donc de génériques, de pertes de brevets sur ces classes-là. La T01A, c'est encore un léger effet de déremboursement des produits de contraste sur le début de l'année 2025. Et nouveauté cette fois-ci, c'est bien les antibiotiques qui arrivent cinquième, donc la J01F macrolide, qui contribue à hauteur de moins 20 millions d'euros de décroissance sur les 10 mois. Donc, si on regarde maintenant le top 10 des laboratoires qui sont présents sur ce segment des médicaments remboursables, par rapport au classement que l'on vous a présenté il y a 2 mois, on retrouve les mêmes laboratoires. Néanmoins, on observe des changements. Certains laboratoires ont gagné une place, c'est notamment le cas de Pfizer qui passe de la deuxième à la première classe du classement. Euh, GSK également qui passe de la sixième à la cinquième place du classement, donc lié notamment à la croissance du Shingrix, et Sanofi qui passe de la huitième à la septième place, notamment lié à la croissance des vaccins anti-grippe. Les laboratoires de génériques sont également présents dans ce classement avec Viatris en troisième position et Biogarant qui arrive quatrième.
quatrième position de ce classement. Sur le top 10 des produits, pareil, on retrouve les mêmes produits qui étaient présents déjà il y a 2 mois, avec Vindaquel en première position, Elikis en deuxième position et Elea en troisième position. Shingrix gagne une place dans ce classement et donc passe de la septième à la sixième place, hein, avec une croissance de plus 334 millions d'euros. Seul un produit est en décroissance dans ce classement, c'est Xtandi, donc qui enregistre un léger recul de son chiffre d'affaires, lié notamment à une baisse de prix appliquée sur ce produit en début d'année. Sur le segment des médicaments onéreux, David, qu'est-ce que tu peux nous dire? Et c'est pour vous montrer la complexité dans la lecture même de cette dynamique du réseau officinal. Euh, Quand on regarde de janvier à mai la croissance des médicaments au-dessus de 1930, le discours, et vous pouvez regarder les anciens ateliers, c'était de dire il n'y a plus de croissance, quasiment plus de croissance, puisqu'on est à plus 3%. Ça montrait quoi? Ça montrait que le système de régulation qui opérait, c'est-à-dire avec les baisses de prix, qui touchaient beaucoup de médicaments au-dessus de 1930, donc les médicaments innovants, montrait que la croissance sur cette tranche-là était quasiment stable. Toujours 0,08% des volumes des médicaments de prescription obligatoire remboursables, 23% du chiffre, mais quasi stable. On a envie de se dire, et c'est ce qu'on montrait premier trimestre, même premier semestre, allez, la croissance en ville du chiffre d'affaires était plus contenue. Déjà, Sophie a levé le suspense en disant que c'était reparti à la hausse, mais quand on regarde uniquement les médicaments au-dessus de 1930, mais non plus de janvier à octobre, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est repassé à 10% de croissance. Ça veut dire que les médicaments innovants arrivés dans le réseau officinal cet été, donc juin, juillet, août et puis septembre, octobre, ont été suffisamment impactants pour générer 10% de croissance sur cette tranche-là depuis le début de l'année. Ce qui montre cette difficulté à lire le chiffre d'affaires, la dynamique du chiffre d'affaires, de la croissance qu'on fait, la croissance que le réseau officinal fait, que la pharmacie fait, puisque d'un côté, elle peut avoir moins de chiffre d'affaires géré par les baisses de prix, et d'un autre côté, avoir des nouveaux patients sur ces pathologies-là, avec une marge bloquée à 97,60 € qui montre bien cette difficulté à lire l'activité de son officine, de son entreprise officine dans ce contexte-là. Quand on regarde ce qui touche plus la répartition de janvier à octobre, là aussi, 10% de croissance sur les médicaments au-dessus de 468. C'est 0,5% de ce que livre la répartition. Et pour autant, c'est déjà 43% du chiffre d'affaires. On est quasiment à la moitié du chiffre d'affaires, ce qui montre bien cette difficulté derrière à gérer chiffre d'affaires, rentabilité, marge pour toute la chaîne, de l'industriel au grossiste répartiteur et à la pharmacie. Quand on analyse la marge régulée sur le médicament, sur le chiffre d'affaires que ça génère, et puis sur les unités, ce qu'on constate, c'est que la première tranche a une décroissance de variation de marge. Donc là, on parle vraiment de la marge sur le médicament, dans lequel on ne tient pas compte de l'honoraire de dispensation, qui fait partie de la marge du médicament, mais là, on est vraiment sur la MDL associée à chacune des boîtes. Donc, on est à moins 3% de marge sur la première tranche et croissance de plus en plus forte sur les tranches 2, 3, 4 et 5, puisque 11% sur la dernière tranche. Et quand vous regardez ce que ça représente en termes de volume versus le chiffre d'affaires versus le poids de marge, c'est pour les médicaments au-dessus de 1930, c'est quasiment 10% de la marge pour 0,05% des volumes et quasiment un quart du chiffre d'affaires brut du médicament remboursable. Donc cette répartition, la moitié du médicament en unité est portée par les médicaments inférieurs à 1,92 et pour autant, on a une marge qui diminue. Donc on voit bien beaucoup moins, et on le verra tout à l'heure, de médicaments prescrits en volume portés par les médicaments les moins coûteux, et pour autant une croissance du chiffre d'affaires qui est forte, et également une marge qui reste en croissance pour l'instant
depuis le début de l'année à plus 4,9 versus l'année dernière. Qu'est-ce que tu peux dire, Sophie, sur aigu chronique une fois qu'on retire ces médicaments chers et qu'on analyse un petit peu le flux? Alors sur les pathologies aiguës chroniques, on remarque effectivement que en volume, donc on a une baisse hein, des boîtes qui concernent donc les pathologies aiguës chroniques hors médicaments onéreux, avec une croissance donc en chiffre d'affaires de 5%. Les pathologies aiguës représentent donc 72% en volume. En revanche, il ne représente plus que 33% en valeur, versus 28% donc pour les médicaments que l'on compte dans les pathologies chroniques et 67% en chiffre d'affaires pour les pathologies en chiffre d'affaires. Sur le générique, donc un petit rebond sur la pénétration des génériques, 86% sur le mois d'octobre. Il y avait le mois de septembre avec l'arrivée de nouveaux génériques plutôt, du coup, était légèrement tassé. Donc, on reste autour des 86%, toujours ce gap entre 86 et 100 à aller chercher pour maximiser la marge du réseau officinal et les économies sécurité sociale. On a une percée des hybrides sur le mois d'octobre, sachant que sont arrivés pour à partir de début novembre des nouvelles classes d'hybrides, mais là, à fin octobre, on reste sur les hybrides historiques et une pénétration sur le mois d'octobre, puisqu'on est passé de 35 à 38% de pénétration des hybrides. Donc, on voit bien générique, hybride et bien sûr le biosimilaire qu'on verra dans l'analyse du chiffre d'affaires régulé. Et personne de mieux que Sophie pour parler de régulation. Oui, alors sur la régulation, tout d'abord, un mot sur le chiffre d'affaires régulé brut, donc qui prend en compte le chiffre d'affaires des médicaments pris en charge par la sécurité sociale et qui rentre donc dans l'assiette de calcul de la clause de sauvegarde. On l'a vu lors des précédents ateliers, au premier trimestre, le marché régulé, c'était 2,4% de croissance. À fin juin, on était à 4,1% et là, sur les 9 premiers mois, 2025, on est à 5% de croissance. Et cette croissance portée par les médicaments de ville remboursables, hein, comme on a pu le voir dans les dernières slides. Le marché hospitalier, lui, en revanche, est en forte décélération, avec une croissance de plus 2,2% après des fortes croissances hein, observées sur ces dernières années. Toujours sur la régulation, mais plus sur le volet des baisses de prix. Euh, pour 2025, l'objectif de baisse de prix qui a été fixé hein, par la loi de financement de la sécurité sociale est de 1 milliard d'euros en prix net, en économie de sécurité sociale. Dans ce suivi que nous faisons tous les mois, eh bien, nous comptabilisons l'effet en PFHT en prix brut et sont comptabilisés donc tous les médicaments pour lesquels il y a une publication au journal officiel d'un nouveau prix. On calcule la différence de prix pondérée par les volumes et ça nous permet donc d'estimer l'impact de ces baisses de prix. Pour 2025, eh bien, cet impact est très élevé, puisque pour la ville, on estime que l'impact pour 2025 est à 1 milliard 2 millions d'euros, dont 766 millions déjà exécutés sur les 9 premiers mois. Pour l'hôpital, on a une estimation prévue à moins 567 millions. Et donc, sur le total, l'enveloppe totale ville plus hôpital, on serait à un impact prévisionnel de plus de 1 milliard 500 millions d'euros pour l'année 2025. Alors, les mesures de baisse de prix supplémentaires qui ont été annoncées à hauteur de 270 millions au titre principalement de l'anticipation à 2025 du plan de baisse de prix pour 2026 n'ont pas encore été publiées. Et le comité d'alerte du 4 novembre indique en effet que une entrée un peu plus tardive
de ces décisions de baisse de prix plus tardives que prévu. Toujours sur la régulation, mais cette fois-ci sur le volet maîtrise médicalisée. On a regardé donc les objectifs qui sont fixés dans la convention médicale qui a été signée en juin 2024 entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Et dans cette convention médicale, eh bien, il y a 15 programmes d'action, parmi lesquels 4 programmes qui concernent donc la prescription de certains médicaments. Tout d'abord, un item qui concerne la lutte contre l'antibiorésistance. Euh, L'objectif étant de diminuer de 25% le volume d'antibiotiques prescrits en 2025 et de 10% en 2027, pardon, et de 10% dès 2025. Alors, ce qu'on voit à travers ces chiffres, c'est que la consommation d'antibiotiques, elle est très variable, hein, selon les années. Il y a effectivement une baisse en 2023, puis un rebond en 2024 de plus 6,8%, hein, qui a été rebond donc augmentation donc des prescriptions des antibiotiques qui ont été confirmées par les récents chiffres publiés par Santé publique France. Et en 2025, eh bien, la tendance change puisque on observe une baisse de presque 9% sur les 10 premiers mois de l'année 2025 pour un objectif donc qui est fixé de 10% pour 2025. Et la mise en place des ordonnances conditionnelles depuis 2024 à l'obtention d'un TROD positif pour l'angine et la cystite en officine pour ne délivrer le produit qu'en cas d'infection confirmée a certainement contribué également à cette diminution. Sur le développement des génériques, des biosimilaires, pardon, le taux de pénétration des biosimilaires en ville était sous 35% hein, sur l'année 2024. Alors l'extension de la liste en février 2025 par l'ANSM hein, qui porte à 9 le nombre de groupes autorisés à être substitués, eh bien, a fait décoller le taux de pénétration. On le voit en fait sur les données mensuelles, hein, avec un taux de pénétration qui passe de 36% à 41% en mars, et qui atteint donc presque les 55% en octobre 2025. Néanmoins, il reste encore une grande marche hein, pour atteindre les 80% qui sont visés pour décembre, les taux de pénétration étant très hétérogènes selon les molécules. Comme vous pouvez le voir, il y a des molécules pour lesquelles le taux de pénétration est déjà au-dessus de 90%. Hein, c'est le cas de filgrastim, pegfilgrastim et poïétine, et également teriparatide. Pour enoxaparine, c'est la molécule pour laquelle on a observé la plus forte augmentation donc de la pénétration des biosimilaires suite à la mise en place, suite à l'extension hein, du répertoire des biosimilaires. Et puis, on a des molécules donc, qui sont à des niveaux intermédiaires, hein, autour de 60-75%. Enfin, les biosimilaires de Lucentis, pour lesquels on observe voilà, un taux de pénétration qui reste en dessous des 20%. Un autre thème qui figure dans cette convention médicale, c'est la sécurisation du recours aux antalgiques de palier 2. L'objectif étant de diminuer donc de 10% les volumes remboursés d'ici 2025. Sur les dernières années, on observe une baisse régulière hein, donc de moins 3% environ hein, en 2023 et en 2024. Et en 2025, eh bien, cette baisse, elle est encore plus marquée de 14% le cumul 10 mois 2025, certainement lié à l'obligation de prescrire donc le tramadol et la codéine sur ordonnance sécurisée applicable depuis le mois de mars 2025. Et enfin, sur les IPP, l'objectif, c'est de diminuer de 20% les prescriptions chez l'adulte et de limiter chez l'enfant donc les prescriptions. En 2023-2024, les prescriptions sont assez stables. Sur 2025, on voit une diminution un petit peu plus marquée de 3%, toute population confondue. Hein, donc là, on mesure vraiment sur l'ensemble de la population. Sur le hors prescription, on a une diminution
évolution un peu plus forte une augmentation, pardon, un petit peu plus forte de plus 4%. Donc, ce qu'il faut retenir de ce bilan à 10 mois, c'est que les chiffres vont plutôt dans le sens des objectifs qui ont été fixés dans le programme et on continuera de suivre de près, hein, dans les mois à venir, hein, si le comportement de prescription des médecins que l'on voit à travers ces chiffres, eh bien, se confirme. Je laisse la parole à Merci. Clémence pour parler Et, du dispositif médical. Merci ah, Sophie, merci David. Donc le DM remboursable, dispositif médical remboursable sur prescription. Donc depuis le début de l'année, on s'est arrêté à la semaine 45 qui s'arrête donc au début, à la première semaine de novembre. Et quand on fait un petit focus depuis septembre, hein, donc semaine 36 à semaine 45, on est vraiment de septembre, octobre et la première semaine de novembre, on voit une augmentation de 1,5%, donc assez en augmentation, mais assez faible. Quand on regarde cette fois les promesses, on a toujours le métabolisme glucidique numéro 1 avec les lecteurs de glycémie. Et ensuite, les promesses suivantes de 2 à 5 sont en décroissance. Donc, on a le soin plaie en forte décroissance, donc avec les pansements. On a ensuite l'insuffisance véno-lymphatique sur les bas de contention. Ensuite, l'orthopédie avec tout ce qui est orthèse, ceinture lombaire, puis l'élimination rénale, pardon. On repasse ensuite dans du positif avec la 6e promesse qui est la sécheresse oculaire, ainsi que l'œdème post-traumatique et une promesse à noter en forte croissance qui est la MAD-HAD, mobilité, et on a principalement en fait l'effet des fauteuils roulants sur cette augmentation. On regarde maintenant la nutrition clinique, donc tout ce qui est en fait denrées alimentaires à des fins médicales spéciales qui sert en fait à combler la dénutrition. On regarde au global et prescrit hors prescrit, on voit que principalement c'est de la prescription à hauteur de 96% prescrit. Ce qu'on peut noter, c'est que la prescription hospitalière est en plus forte croissance par rapport à la prescription en ville qui, elle, décroît de 1%. Et on a donc le hors prescription qui pèse pour 4% et 4% de croissance sur ce début d'année. Donc depuis janvier. Et quand on regarde cette fois les galéniques, principalement, on a 60%, ce sont des boissons, 30% des aliments solides. On a des disparités entre les formes galéniques. On voit une forte croissance des solutions buvables, suivies par les aliments solides, quant aux boissons et aliments liquides qui sont donc en décroissance. Et je laisse David parler vaccination. donc, vaccination et surtout vaccination de grippe, pour vous montrer comment on peut jouer avec les chiffres. On reste très dynamique puisque jamais, au moins sur les années pré-Covid, on a dépassé les 8 millions d'injections sur les 30-35 premiers jours de campagne. Certes, moins bien que 2020 et 2021, mais ça reste soutenu. Toutefois, quand on compare à 2019, il faut aussi tenir compte du vieillissement de la population et du profil des plus de 65 ans versus l'évolution de cette tranche d'âge. Et donc, c'est vrai que ce qu'on constate sur ce début de campagne, c'est que, on vaccine de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt dans l'âge. Et donc, sur le profil des plus de 65 ans, on reste aujourd'hui en couverture en deçà de ce qu'on avait par rapport à 2010, à 2019. À titre d'exemple, aujourd'hui, voilà, on a un peu moins de la moitié des patients de plus de 65 ans qui sont vaccinés. Par contre, sur les moins de 65 ans, c'est là où il y a une grosse accélération de la vaccination. Donc, deux éléments. Un, effectivement, aller chercher. Alors, dans les retours que on a pu avoir en échangeant, il y a toute une frange de la population qui pense qu'il faut encore attendre pour que le vaccin tienne le plus longtemps possible. Donc, espérons que ça peut être un peu cette composante-là, sachant qu'il faut un laps de temps entre le moment où on a la piqûre et le moment où le vaccin est actif. Et puis de casser la comment dire la courroie de transmission avec les actifs
Donc c'est vrai que c'est une demi-teinte, c'est bien. Le réseau officinal vaccine 2 tiers de la population, 2 tiers des vaccins, c'est le réseau officinal qui le déploie. Donc le sujet de la vaccination par le réseau officinal n'est plus à l'ordre du jour. Par contre, c'est comment je vais chercher la meilleure couverture vaccinale sur les plus de 65 ans. Et c'est là aujourd'hui, il y a encore un gap sur l'importance de la vaccination et ses enjeux de santé publique, surtout avec l'hiver qui se profile. Sur la partie conseil, donc tout ce qui est délivré hors prescription, donc sur cette rentrée, là, on rentre vraiment sur septembre à début novembre pour garder un peu de suspense pour le bilan de l'année. Mais sur cette deuxième partie d'année, ce qu'on remarque, c'est que le chiffre d'affaires reste légèrement positif, plus 1%. Mais par contre, en volume, moins 2,5, pour pas dire moins 3. Premier contributeur à la croissance, la beauté, diététique en numéro 2 et l'hygiène en numéro 3. Ce qui montre le rôle que j'évoquais tout à l'heure d'acteur de santé de la pharmacie dans sa globalité. Santé familiale, lui, est en décroissance, liée à la pathologie également, et puis au report qu'il peut y avoir entre santé familiale et diététique et compléments alimentaires. Quand on fait le focus sur la partie conseil santé, ce qu'on voit, c'est que premier contributeur à la croissance et les compléments alimentaires, suivi de la digestion et de la phyto. L'ORL est le premier segment, mais en recul sur cette partie-là. Et le deuxième, en recul également et fort contributeur à la décroissance, c'est douleur et fièvre. Regardez, on a une croissance d'1% du chiffre d'affaires et pour autant, on a une inflation qui est là, même si depuis le début d'année, on note qu'une croissance des prix de 1,7 points, alors qu'elle était de 2,3 l'année passée. Donc, elle s'étiole au fil du temps. Et donc, on va voir effectivement ce que ça va donner sur cette fin d'année. Mais on voit bien, c'est ce qu'on mesure dans l'effet volume, c'est qu'une partie est portée par le prix. Les 5 contributeurs à la croissance qui s'équilibrent avec les 5 contributeurs à la décroissance. Premier contributeur à la croissance, c'est le sommeil, hein. Il suffit d'écouter les informations pour voir le côté anxiogène de l'actualité, quelle qu'elle soit. L'apport en vitamines, deuxième contributeur à la croissance, le confort vaginal en troisième. État grippal et brûlure d'estomac qui rejoint ce qu'évoquait Sophie tout à l'heure dans le rôle du réseau officinal sur cette métrique-là versus la prescription. Et par contre, dans les contributeurs à la décroissance, les 3 premiers sont les maux divers. Donc c'est vrai qu'avec la chute des températures de ces derniers jours, on va voir l'impact. Mais premier, c'est la toux, douleur et fièvre et maux de gorge, qui sont les principaux contributeurs à la décroissance. Dans le segment conseil santé, quand je dis on, c'est plutôt les équipes que je remercie et moi qui me l'approprie, mais de mettre en regard les 3 réseaux, pharmacie, parapharmacie d'enseigne, donc parapharmacie d'enseigne, type Leclerc, Carrefour, Coopérative U, Monoprix et les autres, et le e-com, donc les sites dédiés à la santé, de regarder le poids que représente chacun. Donc, sur cette partie conseil santé, 93% est porté par le réseau officinal, 4% par les enseignes de para et 3% pour le e-com. Et quand on regarde, tout ce où vous avez une petite étoile, c'est les segments qui sont présents sur les 3 circuits dans le top 10 des promesses les plus valorisées sur chacun des réseaux. Ce qu'on note sur la partie pharmacie, c'est ce qui est porté aussi par le médicament hors prescription, c'est la partie douleur, la partie toux, la partie plaie, la partie équilibre digestif et brûlure d'estomac. On voit bien que sur ces segments, vous regardez la part de marché de la pharma, on est au-dessus de 90% pour quasiment tous les segments, excepté le corps, et le corps qui est réparti entre l'apparat et le e-com. Et si vous prenez le, uniquement le numéro 2, tonus vitalité, on voit que c'est stable sur le réseau officinal, en décroissance en para et en relais de croissance sur le site de l'e-com. Ça montre bien l'enjeu des vases communicants, de cette expérience consommatoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je vais avoir un conseil associé à ma délivrance et donc qui régule et qui montre le regard que peut porter ces 3 circuits.
L'anti-poux, parce que la grande saison du poux, c'est juste la rentrée scolaire. Donc cette année, malgré le tout petit pic la veille de la rentrée scolaire, on voit bien que le marché est en recul par rapport à l'année dernière, moins 3,4%. Quand on regarde la beauté et l'hygiène, donc cette fois-ci, on a regroupé beauté et hygiène pour regarder différemment, pour vous montrer qu'on peut jouer avec les chiffres et qu'on peut s'en amuser. Donc, sur ce marché, en croissance de 5,4% sur cette rentrée, allez, rentrée scolaire. Premier contributeur à la croissance, la dermocosmétique. Le deuxième sont les déodorants. Le troisième, le gel douche. Alors, petit clin d'œil sur le quatrième, le solaire, qui montre que même si on est sur un produit qui est saisonnier, on est de plus en plus d'usage du solaire en dehors de ces mois d'été. Et le cinquième contributeur à la croissance, est le capillaire, avec l'enjeu de la prise en soin des cheveux. Une inflation, là aussi, qui continue certes à croître par rapport à l'année dernière, mais qui reste plus contenue que ce qu'on observait l'année passée, puisqu'on est à 1,9 points de plus que janvier, et alors qu'on était à 2,2 l'année précédente. Donc une inflation et un pouvoir d'achat qui est sur les prix qui est toujours présent, mais qui décélère par rapport à ce qu'on observait l'année passée. En termes de sous-univers, le premier contributeur à la croissance dermocosmétique, les déodorants en deuxième, le gel douche, le solaire et le capillaire. Par contre, c'est beaucoup plus dur pour le bio, c'est beaucoup plus dur pour le luxe, c'est dur pour l'incontinence, l'hygiène et dans une moindre mesure, l'hygiène intime et barbe et rasage. Là aussi, par contre, rappelez-vous, on avait beaucoup moins de segments reproduits sur chacun de ces circuits sur Conseil Santé. Sur la beauté et l'hygiène, on a 6 segments qui sont présents sur le top 10 de chacun de ces circuits-là. Alors, pas dans le même classement, mais pas loin. Et vous le voyez, le visage, plus 7, 0 et plus 7 sur le e-com. Donc, on a vraiment une bataille beaucoup plus forte entre les enseignes de parapharmacie et le e-com que le réseau officinal qui pèse pour 79% de ce top 10 versus 17% pour la para et 4% pour le e-com. Et là aussi, on voit bien que l'enjeu de l'accompagnement, de l'expérience consommatoire, de l'accompagnement du patient rentre en ligne de compte. Mais globalement, les 5 premiers critères sont proches sur chacun de ces circuits. Et dernier point, on voulait regarder le sujet entre les rotations sur cette année versus la durée d'appro. Donc, cette notion de stockage, souvent, j'utilise avec mon mauvais humour le fait que la pharmacie n'est pas une cave à vin et que les produits ne prennent pas de valeur parce qu'ils sont stockés dans le réseau. Et là, on voit bien que on a des rotations qui augmentent et pour autant une durée d'approvisionnement qui se réduit de 2%, qui fait que de plus en plus, la pharmacie essaye d'avoir un stockage et une gestion de ses stocks beaucoup plus proche d'une entreprise saine plutôt que la course au stockage. Hôpital, Sophie, hôpital et PLFSS pour terminer. Alors sur l'hôpital, on l'a vu dans les chiffres du marché régulé, hein, le marché hospitalier eh bien, est en net ralentissement sur 2025, hein, avec une croissance de plus 2,2%, après une évolution de plus 8% en 2024. Il y a d'une part l'effet baisse de prix, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également un effet décroissance des médicaments en accès dérogatoire. Après la réforme des médicaments en accès dérogatoire en 2021, eh bien, on a vu une forte augmentation hein, du chiffre d'affaires de ces produits, de plus de 50%. Et depuis 2024, eh bien, on observe un net recul, moins 4% en 2024, moins 17% en 2025, lié notamment au fait qu'il y a un certain nombre de produits qui quittent le dispositif de l'accès dérogatoire pour passer au régime de droit commun. Et d'autre part, eh bien, il y a un nombre de moins en moins important d'autorisations d'accès précoce qui sont donc octroyées par la Haute Autorité de Santé.
Sur le top 10 des produits hospitaliers, Listensus et rétrocession, eh bien, on retrouve en première position Keytruda, toujours depuis quelques mois, voire quelques années déjà. Darzalex en deuxième position, Opdivo en troisième position. En quatrième, Imfinzi et en cinquième position, Enertu. Ces 5 produits font partie de la même catégorie de produits. Ce sont pour les 5 des anticorps monoclonaux. On a quelques produits en décroissance dans ce classement. Opdivo, donc, qui a une décroissance de 2,3%, mais également Cléric, Tecentriq et Hemlibra, donc les 3 derniers produits de ce classement, voilà, pour lesquels voilà, on observe une décroissance sur les 10 mois de l'année 2025. Et enfin, pour terminer, nous voulions donc vous présenter également les grandes lignes du PLFSS 2026, pardon, qui est très dense cette année, et se concentrer donc sur les mesures qui concernent le médicament. Donc, il s'agit d'une synthèse du texte issu des délibérations donc de l'Assemblée nationale, mais également des amendements qui sont actuellement débattus au Sénat. Avant, un mot sur le solde des régimes obligatoires de la sécurité sociale. Pour 2026, le déficit s'élèverait à 17,5 milliards d'euros. Dans le texte issu des débats à l'Assemblée, ce déficit passerait même à 24 milliards d'euros. Et c'est la branche maladie qui concentrerait l'essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression tendancielle des dépenses. Sur l'ONDAM et sur les économies, donc slide suivante. Euh, on a un Ondam pour 2026 qui est fixé à plus 1,6%, après 3,6% fixé en 2025 et 3,2% fixé en 2024. Et pour atteindre cet objectif national des dépenses d'assurance maladie à 1,6%, eh bien, des objectifs d'économie ont été définis à hauteur de plus 7,1 milliards d'euros. Et sur ces 7,1 milliards d'euros, 3,7 milliards proviendraient de la maîtrise tarifaire et de la régulation et 3,4 milliards de transfert de charges. Sur la maîtrise tarifaire et régulation, il y a 1,4 milliard qui proviendrait uniquement des baisses de prix de médicaments, dont 200 millions sur les médicaments génériques. Et pour la partie transfert de charges, sur les 3,4 milliards, eh bien, une grande partie des économies, donc à hauteur de 2,3%, serait concentrée donc sur la hausse des franchises et participations forfaitaires. Et notons également 100 millions d'économies prévues sur la fin de la prise en charge des médicaments à SMR faible pour les patients qui sont en ALD. Concernant les mesures sur le médicament, alors je précise que ce sont des mesures qui sont encore provisoires, puisque les débats continuent actuellement au Sénat. On va se concentrer donc sur les articles 10 et 11 en particulier. Tout d'abord l'article 10. Qui concerne donc la régulation financière du médicament. La clause de sauvegarde serait maintenue en 2025. Et pour les années suivantes, eh bien, cette clause de sauvegarde deviendrait en quelque sorte une corde de rappel. Dans ce texte, il y a des précisions qui concernent l'inclusion donc des remises commerciales dans cette assiette de calcul et la déduction donc la confirmation de la déduction des remises conventionnelles. Sur le montant M, pour 2026, il est fixé à 26 milliards 650 millions. Le grand changement pour l'année 2026, c'est que l'assiette de calcul de la clause de sauvegarde, eh bien, serait en montant remboursé et non plus en chiffre d'affaires, ce qui va avoir un impact non négligeable pour les laboratoires. C'est clair, je me permets de court-circuiter ta partie, Sophie, parce que au final, sur cette partie-là, il y a deux changements qui sont radicaux. C'est le fait de remettre au goût du jour quand même la clause de sauvegarde sur un montant de chiffre d'affaires et non plus sur un montant de la clause, puisque il a été prévu que c'était 1,6 milliard, et on voit bien que si le montant est plafonné à 26 milliards 650 millions sur le médicament, c'est qu'on va avoir une clause de sauvegarde qui dépassera allègrement les 2 milliards d'euros.
Donc ça montre bien que même s'il utilise, et je reprends le propos de corde de rappel, il est fort à parier qu'elle finira par se déclencher plus vite que prévu. Et le deuxième point sur l'assiette qui serait sur le montant remboursé et non plus le montant remboursable, ça veut tout simplement dire que le sujet sera reporté sur la prise en charge par l'assurance maladie, donc le sujet des ALD, le sujet du remboursement à 100%, qui va changer la répartition de ce montant remboursé en fonction des profils d'industriels, donc médicaments innovants versus médicaments matures, le hors prescription et le conseil versus ce qui est pris en charge par la prescription. Mais au-delà de ça, la non-prévisibilité, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'enjeu aussi pour l'industriel en tant qu'entreprise, c'est cette capacité à anticiper le mieux possible ce que sera ce montant de la clause de sauvegarde, auquel qu'il soit, de manière à pouvoir se dire, voilà, on provisionne à juste titre dans les comptes. Et ce que montre ce système-là, c'est que la capacité à prévoir, la capacité à anticiper, la capacité à suivre son entreprise ne sera plus possible au regard du montant remboursé et de la complexité de ce montant remboursé dans le calcul, ce qui engendrera deux éléments, soit l'industriel qui sous-évaluera en provision cette clause ou qui la surévaluera, mais en tout état de cause, il ne sera plus capable de piloter ce que sera le montant de le montant M et du coup le déclenchement de la clause de sauvegarde. Donc derrière effectivement cet habillage, il y a effectivement un risque et non pas uniquement un risque en termes de suivi du business au sens entreprise, au sens gestion d'entreprise de l'industriel, mais également l'approvisionnement pour le pays de ces médicaments et notamment de ces médicaments innovants, puisque l'enjeu également, c'est d'avoir les médicaments dont la population a besoin. Et le risque qu'il peut y avoir, c'est que la non-prévisibilité rende le pays dangereux en termes d'économie et du prix de médicaments et de sa rentabilité par rapport au reste du monde. Excuse-moi, Sophie. Merci David. Toujours dans l'article 10, le texte prévoit donc la création d'une contribution supplémentaire sur le chiffre d'affaires des médicaments remboursables. L'objectif étant de transférer donc le rendement de la clause de sauvegarde vers une nouvelle contribution dite supplémentaire qui serait assise sur le chiffre d'affaires hors taxe des entreprises. On passerait donc d'un mécanisme collectif à un mécanisme individuel. Et les produits qui seraient pris en compte donc ce calcul de la contribution supplémentaire, ce sont toujours donc les médicaments remboursables plus les spécialités en accès dérogatoire. Seraient exclus donc les médicaments génériques, les princeps sous TFR ainsi que les princeps qui sont alignés au prix du générique. Et il y a eu ce week-end donc un amendement du gouvernement adopté au Sénat, discuté au Sénat, qui prévoit encore des changements sur cet article 10, puisque initialement cette contribution qui devait s'appliquer dès 2025 va finalement être appliquée qu'à partir de l'année 2026. L'assiette va être sur du chiffre d'affaires net des remises conventionnelles, devrait être, je parle toujours au conditionnel parce que ça reste des mesures provisoires, sur du chiffre d'affaires net des remises conventionnelles et non plus du chiffre d'affaires brut. Le taux de contribution qui serait fixé serait de 6,45% et il serait différencié pour les petites entreprises donc qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Il serait fixé à 4,01%. Et enfin, le plafonnement de 10% du chiffre d'affaires net concernerait donc à la fois le plafonnement du montant de la contribution supplémentaire et de la clause de sauvegarde. Donc, on comptabiliserait les deux pour voir si effectivement, eh bien, et pour plafonner ces deux montants à 10%. Si jamais, si on additionnait ces deux montants, eh ben, il dépasserait les 10%. Sur l'article 11, alors il y a l'instauration d'un mécanisme d'acompte des remises relatives aux produits de santé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien que les remises conventionnelles versées par les industriels à titre provisionnel. Alors on n'a plus les slides, David.
Donc les remises conventionnelles versées par les industriels à titre provisionnel à part égale chaque trimestre de l'année N. Et au niveau de l'article 11, il y a une nouveauté qui a été introduite lors des débats à l'Assemblée nationale sur la transparence des prix, qui prévoit notamment la publication par l'ACOS des remises et des prix nets, mais cette disposition a été supprimée lors des derniers débats donc au Sénat. Et enfin, dernier article, l'article 34, qui euh, recentre en fait le dispositif d'accès précoce et qui pérennise le dispositif d'accès direct. Donc plus précisément, l'objectif étant de recentrer le dispositif d'accès précoce sur les médicaments dont les données cliniques sont encore immatures, de limiter les critères d'éligibilité autour de 3 éléments, et surtout, il prévoit la négociation du prix dans les 12 mois qui suivent l'avis de la HAS. Pour l'accès direct, eh bien, l'article prévoit de pérenniser ce dispositif. Alors, il n'a pas, cet article n'a pas été examiné hein, lors des discussions à l'Assemblée nationale, mais un amendement a été déposé par le gouvernement qui demande la suppression de cet article et qui demande donc de laisser inchangés hein, les dispositifs actuels hein, qui existent hein, sur l'accès direct et l'accès compassionnel et demande également de renouveler l'expérimentation de l'accès direct pour 2 années supplémentaires. Donc, merci à toutes et à tous. Merci Sophie et Clémence et les équipes. Merci à tous les contributeurs. J'en oublie, donc je vais évoquer de citer des prénoms, mais du coup, je remercie Isabelle, je remercie Gilles, je remercie les équipes de Clémence, les équipes de Sophie, enfin tous ceux que j'ai torturés pour pouvoir avoir ce support-là et vous le partager. Donc à très bientôt et notamment tout début janvier pour le bilan de l'année 2025. Merci beaucoup et passez d'excellentes fêtes de fin d'année.